Binge Audio. Nous sommes toutes et tous bombardés d'images. Sur nos téléphones, nous trimballons à la fois des milliers de clichés qui vont de notre dernier repas un peu chic aux selfies bourrés avec les potes, ou encore pour ma part essentiellement des photos de mes enfants en train de tirer la langue. À ces images, dont nous gardons la majorité pour nous, il faut ajouter celles qui circulent en public, qui inondent nos réseaux et nos écrans. Ces photos qui sont avant tout supposées marquer un moment, le capturer et le conserver, quel sens on peut leur donner ? Quelle valeur ont ces images ? Et enfin, est-ce que la photo comme geste artistique veut encore dire quelque chose en 2024 ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode, fabriqué en partenariat avec la Maison européenne de la photographie. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et c'est justement à la Maison européenne de la photographie, la MEP, que je suis allé retrouver mes deux guides pour cet épisode, Simon Baker et Aden Vincendo. Simon, c'est le directeur de la MEP. Aden est chargé d'exposition et de mission. Ensemble, ils ont assuré le commissariat de l'exposition Les Belles Images, qui se tient jusqu'au 29 septembre 2024, une exposition de l'artiste français Thomas Mailander, qui justement interroge la place de l'image dans nos vies aujourd'hui. Et ça tombe chez moi. Simon, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on est, là ? C'est la Maison européenne de la photographie. C'est une institution dédiée à la photographie et l'image à Saint-Paul, dans le Marais. Et nous sommes dans les salles d'exposition de notre saison. C'est une carte blanche à Thomas Mailander. C'est un artiste français qui habite à Marseille. C'est un artiste qui est à la fois très intéressé par la photographie, mais il ne prend pas les photos lui-même, souvent. C'est les images trouvées dans les brocantes ou online. Et en fait, on va voir tout ce qu'on peut faire avec les photos aujourd'hui. Tout ce qu'on peut faire en termes de création de nouveaux images, mais aussi les objets, les œuvres qui sont en 3D, qui sont plutôt sculpturales, et aussi les installations immersives. C'est-à-dire qu'on balade à l'intérieur de ces œuvres parfois. Au détour de l'exposition, on tombe sur l'œuvre Sunset Books, des livres accrochés qui ont tous un point commun. Thomas, en fait, a fait le choix d'y fixer sa collection de livres qui sont pour la plupart des polars ou un peu des romans à l'eau de rose des années 80, où toutes les couvertures sont composées de couchers de soleil extrêmement kitsch. Et il faut savoir, en fait, que le coucher de soleil, c'est une expérience qui est à la fois collective et intime. On s'est tous retrouvés devant un coucher de soleil magnifique au bord de la plage. En même temps, on s'est tous retrouvés au milieu de dizaines d'autres personnes à photographier ce même coucher de soleil. Il faut savoir que le coucher de soleil, c'est une des typologies visuelle qu'on retrouve le plus sur Internet. Et que depuis l'explosion des plateformes en ligne, que ce soit Google Images qui a été créé en 2001, si je dis pas de bêtises, et d'autres plateformes comme Flickr, comme Instagram évidemment, vous tapez hashtag sunset ou hashtag coucher de soleil, je pense que vous avez des millions et des millions de documents similaires. Je pense que ce qui est intéressant là, c'est que Thomas, il rivalise véritablement avec le mythe de l'originalité en photographie. On a tous l'impression qu'avec les réseaux sociaux, on va prendre telle photographie, que ça va être un point de vue unique, mais en fait, en faisant quelques recherches, en 2 minutes, on se rend compte que on est des milliers, voire des millions, à avoir justement reproduit les mêmes typologies d'images, et qu'effectivement, on est complètement conditionné par toutes ces iconographies très spécifiques qu'on retrouve sur ces pochettes de livres très très drôles pour certaines, et vraiment nous permet d'avoir cette réflexion assez cynique sur notre conditionnement visuel aux images. L'accélération de production des images, on peut dire depuis l'invention du numérique, c'était accompagné effectivement avec une accélération de circulation et consommation. En fait, tout l'écosystème visuel, ça a changé, ça a accéléré, ça a multiplié. C'est pas que c'est différent en soi. En fait, on a toujours les images, depuis l'invention de la photographie, on a des images qui étaient prises, qui étaient publiées. Le numérique, ça a changé. Quand j'utilise le mot accélération, je parle de la vitesse de diffusion et la manière que la diffusion, c'est rapide et c'est global. En fait, on voit les images de l'autre côté du monde hyper vite, même si c'est des images mouvantes ou les images fixes. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'économie visuelle, ça a une sorte d'explosion
qui peut être, on peut dire que ça peut être déstabilisant, ça peut être troublant. En fait, on voit les images qui sont hyper vite, qui sont difficiles à voir parfois, ou qui sont des challenges politiques pour nos jours. Mais le côté de comment on collectionne les images, ça c'est vraiment un autre problème, parce que on a tous constaté les mêmes choses que les parents, par exemple, qui ont leurs enfants depuis le numérique, ils ont peut-être 40, 50 000 photos de leurs enfants qu'ils regardent jamais, qu'ils impriment jamais, qui sont perdus peut-être par un ordinateur, un ordinateur qui fonctionne pas. Il y a toutes ces questions. Et la question, comme toujours, les artistes, ils essaient de faire une sorte de réflexion de ces enjeux à nous, pour comprendre mieux. Et le rôle des artistes dans le monde, dans n'importe quelle époque, c'est une réflexion les enjeux et les problèmes ou les possibilités dans la société dans laquelle ils vivent. C'est pas parce qu'une image a été photographiée par un grand nom de la photographie, qu'elle a été prise en HD de qualité, qu'elle va avoir plus d'importance qu'une image trouvée sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok avec une basse définition et un sujet qui, pour un artiste, ne serait pas intéressant. Au contraire, elles ont une valeur qui, pour moi, est tout à fait documentaire sur nos sociétés actuelles et en plus qui vont avoir un intérêt dans les années à venir. Et je pense que les institutions muséales ont ce rôle à jouer de pouvoir en fait donner la place à ces images-là et pouvoir les reconsidérer comme d'autres documents tout à fait intéressantes et légitimes en fait à être présentés dans des lieux comme la Maison européenne de la photographie. Et en plus de ça, sur la question de l'intérêt artistique, qu'est-ce qu'une image artistique? Ça, c'est encore une fois, c'est un point de vue très subjectif. Ces images-là, comme on disait, pour certaines sont imprimées, revalorisées, retravaillées à la main, et au contraire, c'est ça qui donne une nouvelle lecture en fait à l'image. Je pense que les institutions doivent réfléchir sur les méthodologies de collecte de ces images-là et réfléchir sur cette question de l'artistique et du documentaire. Dans le cas de Thomas, ce sont des œuvres qui sont pour nous tout à fait artistiques. Et d'ailleurs, à la suite de l'exposition, certaines des œuvres de Thomas vont rentrer dans la collection de la MEP. Donc, elles ont un intérêt artistique total. Et effectivement, je pense que cette question-là va être vraiment un sujet central, selon moi, pour les conservateurs, commissaires, chercheurs dans les années à venir. Pour élargir notre réflexion, j'ai passé un coup de fil à ma consoeur Clémentine Mercier de Libération, spécialiste de la photographie dont elle suit les évolutions depuis des années. C'est vrai qu'en 20 ans, on est passé d'un monde argentique. Il faut se rappeler que il y a 20 ans, il y avait des labos photos partout, des boutiques photos. Je peux vous dire, à Libération, on avait un laboratoire de développement argentique. Les photographes partaient faire des photos dans la journée et revenaient le soir. On développait les pellicules. Donc, on était dans une autre fabrication de l'image. Aujourd'hui, avec le numérique, tout est dématérialisé. C'est tout un univers qui a changé, donc forcément la matérialité de l'image a changé et est arrivée cette grande mode du vernaculaire, peut-être aussi influencée par des photographes collectionneurs avec un regard hyper fort comme Martin Parr qui a montré que par des collections de livres on pouvait avoir un regard sur le monde différent, avoir un regard sur une époque. Les photographes font des photos souvent pour témoigner d'un monde qui change. Les Becher faisaient ça en Allemagne, les photographes au 19e aussi. On photographie un monde qui change. Voilà, ça a été comme ça à un moment donné dans le monde. Et avec l'arrivée du numérique, tout a explosé. Donc, forcément, on repense ces catégories de visuels. Je dirais que peut-être ce qu'on ne voyait pas dans des expos photos avant, aujourd'hui, avec la disparition de l'objet physique photographique, on redonne une importance à ces choses qui un jour vont être susceptibles de partir à la poubelle, ou qui le sont de fait partis à la poubelle, et que certains artistes ont été recherchés pour nous montrer leur valeur, leur importance dans notre culture visuelle.
On continue notre parcours dans les allées de l'exposition. Une expo d'ailleurs pour laquelle vous pouvez utiliser Bloomberg Connects, une application d'art et de culture complètement gratuite avec un parcours de visite sur mesure avant, pendant et après et des contenus additionnels au cartel des expositions. On peut choisir la langue parmi 40 possibilités et ça s'adapte automatiquement à celle configurée dans votre téléphone. La MEP a rejoint l'application aux côtés de plus de 500 autres institutions artistiques et culturelles à travers le monde, dont une trentaine à Paris, ce qui fait qu'on peut s'en servir donc pour visiter les belles images de Thomas Mailander. Donc là, on est dans une salle dédiée à la série Fail Anthology, qui est une série que Thomas a réalisée spécialement pour l'exposition, mais qui à l'origine est issue d'une série de 10 livres que Thomas a publiés chez son éditeur RVB Books. Chaque livre en fait est dédié à des images que Thomas a triées par typologie visuelle très spécifique. Donc des images qui proviennent toutes de son archive de Fun Archive, cette fameuse grosse archive qui contient des milliers, voire des millions de documents qu'il a justement emmagasinés sur Internet, sur les réseaux sociaux depuis une quinzaine d'années. Et en fait, ces images donc sont triées par typologie visuelle, également par livre. Donc chaque série représente une thématique. Donc par exemple, on va avoir Wrong Photography, où ce sont des photographes qui se prennent dans des situations absurdes. Donc par exemple, il y a un fauve qui va leur courir après, mais ils vont quand même vouloir faire l'image. Donc ça donne un résultat souvent absurde. Quelqu'un qui va mettre ses lunettes de soleil pour prendre une photo, donc qui voit rien du tout. On a vraiment tout un tas de photographies complètement absurdes. On a également Cry Me a River, donc une série où ce sont des oignons qui ont des traits anthropomorphiques. Et donc toutes ces séries en fait sont très intéressantes parce que ça permet vraiment de créer une anthologie visuelle du XXIe siècle. Ce qui est intéressant aussi, c'est de réfléchir à la valeur des images et les pratiques de collecte des images. Thomas, c'est un artiste, c'est pas un chercheur, c'est pas un conservateur. Donc lui applique ses propres méthodologies de collecte pour ces images-là. Il les a triées par typologie, donc ça c'est très intéressant. Et surtout, il revalorise complètement toutes ces photographies qu'il imprime. Donc il y a toujours cette question d'impermanence de la matérialité de l'image. Ici, au contraire, il va redonner une nouvelle matérialité à l'image en les imprimant. Et chaque image est retouchée à la main. Donc il procède à un travail de retouche à l'ancienne sur chaque image pour justement leur donner une narration nouvelle et leur donner en fait une nouvelle matérialité. Et chaque image est accrochée dans des cadres qui sont concordants avec les livres. Il y a un code couleur pour les cadres. Exactement, il y a un code couleur pour tous les cadres. Et je pense aussi que ce qui est très intéressant, c'est que ces images sont vraiment un témoignage, en fait, pour moi, du XXIe siècle. Certaines sont drôles, certaines sont absurdes. Thomas, c'est quelqu'un qui convoque véritablement l'humour pour permettre, en fait, d'avoir une meilleure compréhension de notre société, une meilleure compréhension des enjeux actuels, du numérique et de l'excès. Et cette salle, pour le coup, c'est le synonyme même de l'excès, que ce soit par les thématiques représentées ou par l'accrochage qui est vraiment à profusion. Là, on a 150 tirages sur les murs. C'est énorme pour une salle qui est pas très grande, qui fait environ 80 mètres carrés. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de revaloriser des images au même titre que de la photographie du 19e siècle. Tout est accroché sur les murs et c'est super. Oui, je pense qu'on peut dire avec le Fail Anthology qui est aussi très important. Ils sont par les photos que Thomas lui-même il a pris, et en fait c'est les manières que les gens normaux, les gens comme nous utilisent leur caméra souvent pour faire les petites blagues ou pour enregistrer quelque chose qui est pour eux drôle ou je sais pas, les choses qu'ils n'ont pas réalisées en ce moment. C'est vraiment une sorte de revoir un peu la manière que nous collectivement comment nous avons commencé à utiliser et poster, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en TikTok ou dans Instagram. Il y a énormément de choses comme ça, des gens qui montrent à leur quotidien les choses qu'ils ont vues qui sont un peu bizarres. Mon préféré dans la série, c'est la série SOTP. En fait, c'est les mots stop qu'ils ont mal écrits sur les routes. Et en fait, c'est juste, imagine qu'on a vu quelqu'un qui a mis le mauvais ordre de stop, c'est que 4 lettres après tout, et quelqu'un d'autre, ils ont pris en photo. Ah wow, I stopped to the stop sign, et puis c'est stopped. En fait, c'est ça ce qui est intéressant, et aussi la manière de voir les images qui sont
hyper bien fait. C'est-à-dire que vous avez des alignements, des choses tellement bizarres. C'est une série qui s'appelle The Decisive Moment. Vous avez la lune qui fait semblant d'être accrochée par une immense grue. Et en fait, c'est quelque chose que quelqu'un a vu ça. Il dit, ah waouh. On a tous cette réflexe. On a vu quelque chose tellement bizarre. Aujourd'hui, avant, on n'a pas les appareils, mais là, on a tous nos appareils avec nous. Et ça nous permet de voir comment les gens, tout le monde, dans le monde entier, utilise la photographie aujourd'hui. Dans l'histoire des institutions, vous avez en fait les institutions photographiques qui collectionnent les œuvres par auteur ou les collections qui collectionnent les images. Aux États-Unis, vous avez pas mal des institutions qui ont décidé de collectionner photographie vernaculaire, même que les photographies par les grands noms, les photographes célèbres. Et la différence, c'est très intéressant parce que, effectivement, si l'histoire de la photographie, c'est que des auteurs, on a peut-être beaucoup de choses qui manquent dans la visual culture. Cette shift de penser de la visual culture de l'époque. Et c'est possible, c'est tout à fait possible que les musées comme le nôtre, nous avons une collection, ou le Centre Pompidou, ou les autres institutions, il y a des catégories ou les types d'images qui sont pas présents. Ils ont loupé, en fait, de collectionner des choses qui sont une vraie réflexion de notre époque. C'est un peu comme vous avez les institutions pour la peinture qui ont oublié d'acheter l'art brut ou l'art des amateurs qui sont finalement réintégrés dans l'histoire de l'art, comme Rousseau ou quelqu'un comme ça. Mais en fait, c'est une question qui se pose pour les institutions. Comment on réintègre cette côté de visual culture, mass culture, qui est de plus en plus puissant et de plus en plus visible. Je pense que les artistes s'emparent de plus en plus de tous ces contenus qu'ils trouvent en ligne, en fait, parce que ça reste une richesse, je pense, pour les artistes. Une richesse et à la fois un poids, parce que effectivement, être artiste en 2024, ça passe avant tout par l'usage des réseaux sociaux. Un artiste qui n'a pas Instagram, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est une vitrine pour eux. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les artistes, au contraire, s'emparent véritablement de ces réseaux sociaux-là pour pouvoir en fait y établir un nouveau langage et pour pouvoir aussi créer à partir de toute cette matière-là. Effectivement, dans les années 2010, je pense qu'on a vu émerger toute une génération d'artistes qui ont un peu vu l'émergence de ces réseaux sociaux arriver. On a tous ces photographes qu'on pourrait plus ou moins mettre dans la catégorie de post-photographie, donc des artistes qu'on peut un peu qualifier d'appropriationnistes du digital, donc qui s'approprient complètement des images trouvées en ligne. Donc la plupart de ces photographes, en fait, ce qui est intéressant, ils sont photographes, mais ils utilisent du contenu trouvé en ligne. Donc eux-mêmes ne photographient plus. Et dans l'exposition de Thomas, finalement, sur les 20 séries qu'on présente, il y en a peut-être une ou deux où Thomas a réalisé les images en tant que photographe. Donc la plupart des photographies sont justement des photographies appropriées. Il faut savoir que l'appropriationnisme, c'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que, par le biais d'images anonymes, d'images trouvées en ligne, en fait, il renverse complètement cette question aussi de la notion d'auteur. Qu'est-ce que c'est un auteur et comment est-ce que justement on met de côté cette notion-là pour pouvoir réutiliser ces images dans un but artistique. Les outils numériques permettent d'aller encore plus loin dans cette exploration de l'absurde, du bizarre, du raté. Il y a pas mal de photographes, ou d'artistes, de créateurs, comment les appeler aujourd'hui, qui travaillent à partir de ces champs du raté. Aujourd'hui, je vois le travail de Robin Lobvet. C'est un expert de Photoshop. Il fait exprès de faire des choses assez ratées et il colle des yeux là où il faut pas, à la place du nez, un nez à la place du front. Et en fait, ça fait des espèces de maxi-têtes complètement bizarres et très très drôles. Peut-être que aussi l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de pousser encore plus loin et de manière beaucoup plus rapide cette photo ratée, cette photo moche, à l'époque qu'on jetait, mais là on la met sur un piédestal. Ces images complètement bizarres, c'est décuplé par les nouveaux outils qui existent aujourd'hui.
À quelques pas de là où on a commencé notre visite, on trouve l'œuvre Extrême Retouche, une conversation par mail interposée entre l'artiste et une société de retouche photo basée en Inde. Le concept est simple, il envoie à l'entreprise une photo déchirée en plusieurs morceaux, il lui demande de la recomposer, à chaque fois il en retire un petit bout, le retoucheur doit donc recréer des morceaux de l'image. Mailander la redéchire, enlève encore un bout, lui renvoie les morceaux, etc., etc., etc. Ce qui est intéressant là, c'est ça rappelle aussi dans les années 90, il y a vraiment eu un boom un peu des logiciels numériques qui ont vraiment permis le développement des retouches. Et effectivement, avec cette série qui est très drôle et qui est très cynique justement sur la présence de ces sociétés de retouches qui sont basées en Inde, donc à l'autre bout du monde, ça dévoile vraiment l'économie en fait de la photographie qui devient un fichier qui est modifiable à l'infini. Ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est de voir qu'en fait, tout cet excès d'images qu'on peut avoir sur Internet et le fait que toutes ces images sont modifiables vraiment à l'extrême montre qu'en fait, on a une véritable remise en question de la véracité des images. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand on regarde vraiment dans le détail des images, on voit que les mains perdent complètement leur côté réel. Ça questionne vraiment la place de l'image aujourd'hui et la place du numérique et la place de la retouche dans les photographies qu'on peut voir circuler en ligne et ailleurs. C'est peut-être important aussi de dire que la retouche, c'était toujours présent dans l'histoire de la photographie. Depuis le début, les photographes, ils ont fait avec les peintures, avec du crayon, ils ont toujours fait les retouches, mais ça c'est vraiment quelque chose d'expertise professionnelle. Là, c'est différent parce que c'est pas quelqu'un qui fait ça sur leurs propres images. En fait, c'est un service que tout le monde peut utiliser. Et le côté fiable d'une photo, c'était jamais le cas. J'ai un souvenir d'un testament d'un photographe qui a dit « je corrige que les petites choses. Je vais enlever un petit truc comme un poulet, un arbre, mais jamais une personne. » Tu me figures. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'éthique de retouche depuis le début de la photographie que Thomas Mailander il lui montrait en fait à quel point aujourd'hui ça allait beaucoup plus loin et on peut vraiment changer le monde visuel. C'est quoi les qualités spécifiques du médium photographique aujourd'hui? En fait, le médium photographique a toujours une spécificité. Le médium, lui, en soi, c'est très long. Vous avez la prise de photos, ou pas, parce qu'on a aussi les cameraless photography. Vous avez la chambre noire. Vous avez l'idée de faire un tirage. Vous avez, après, le développement, les reproductions sur un support. Vous avez négatif, positif. Vous avez la reproduction dans un livre ou sur le mur. En fait, tout ça, c'est la photographie. Et aujourd'hui, en 2024, on va ajouter tout ce qui est numérique, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est online. Et il n'y a pas d'esthétique photographique de 2020, mais il y a une qualité de diffusion. En fait, le médium en soi, ça a changé, mais dans sa potentiel. Et quand on regarde la manière que les gens ils utilisent la photographie, une autre chose qui est, pour moi, un peu un geek photo, très intéressant, on est tous capables de faire les super editing nous-mêmes. Je dis iPhone, mais nos phones, on a les edit suite. Tu peux faire le cadrage, tu peux changer le contraste, tu peux éviter le red eye, tu peux faire tout ce qu'il fait dans un lab. Mais on a tous la capacité de le faire. Mais ça, c'est on peut dire visual literacy, mais c'est pas la lecture des images, mais c'est la production des images. Ça change la manière qu'on regarde la photographie. Et je pense que peut-être, mais je ne sais pas, mais peut-être la prochaine étape, c'est une sorte de visual literacy jusqu'au bout, que les gens, il va être vraiment très dur dans leur judgment. Ça va changer la crédulité des gens face aux images, qu'en fait, peut-être, il y a les autres catégories de valeurs qu'on va déployer face à cette facilité technique qui a changé. Outre l'avalanche des images, l'autre question qui se pose, c'est celle de leur devenir. Comment est-ce qu'on les conserve? Comment est-ce qu'on les stocke? Et qu'est-ce que ça veut dire, une archive, en 2024? Ces questions, on va se les poser tout bientôt dans un prochain épisode.
Merci à Simon Baker, Aden Vincendo et Clémentine Mercier pour leurs réponses. Et merci à la Maison européenne de la photographie, notre partenaire pour cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Mathieu Thévenon. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.